Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Mais d'ores déjà, notre invité dans ce studio, monsieur Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, il faut le rappeler, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Titi. Bien, l'autre question, c'est l'actualité. On va aller sur la politique, Moussa. Oui, je voulais juste, par rapport au compte-rendu du Conseil des ministres du jeudi dernier, le ministre pourra peut-être apporter quelques précisions, mais le compte-rendu du Conseil des ministres est assez clair là-dessus, en ce qui concerne les réajustements de crédits qui ont été opérés. Il s'agit de la présidence de la République avec plus 103,8 milliards de francs guinéens. Le ministère de l'Autorité du Tourisme, plus 2,4 milliards. Donc ainsi, il y a quelques ministères, le ministère de la Coopération, qui ont vu donc des réajustements au niveau de leur crédit. Donc quand on dit que la présidence de la République se taille une bonne part du lion, monsieur le ministre, ça me basant sur le compte-rendu du Conseil des ministres de jeudi dernier. Ce que je vais vous proposer, oui. Et encore une fois, essayez d'avoir le document de la loi des finances 2019 qui est transmis à l'Assemblée nationale. Parce que là, je vérifierai, mais je ne me retrouve pas, et je ne retrouve pas les orientations qui ont été discutées et acceptées. Bien, peut-être une autre question sur la grève. Vous parliez du salaire des enseignants. Vous disiez que, contrairement à ce que Moussa affirmait, que les enseignants de Guinée étaient les mieux payés, en tout cas par rapport à la plupart des autres fonctionnaires de l'État. Mais mieux payés par rapport à quoi? Par rapport est-ce qu'ils sont mieux payés? Ce traitement, est-ce qu'il est conséquent par rapport au coût de la vie dans notre pays et par rapport à d'autres exigences quand même des réalités de notre pays? Vous savez, il faut toujours... Un enseignant qui a 2,5 millions et qui doit louer une maison, un appartement à 1,5 million, qui doit faire face à l'éducation de ses enfants, aux soins de ses enfants, je ne sais pas ce que vous appelez mieux payé. Je vais reprendre par deux assertions qu'on va discuter ensemble. La première, justement, quand le président de la République et le Premier ministre insistent pour dire que le salaire n'est pas le seul outil d'amélioration des conditions de vie et de travail, c'est dans ce sens-là. Si vous avez une couverture santé pour vous et votre famille, vous payez moins les frais de soins de votre famille. Si vous avez un plan logement social qui vous permet, au terme de votre carrière ou au milieu de votre carrière, 20 ans après, 15 ans après, de devenir propriétaire, vous et votre famille, d'un logement, vous améliorez vos conditions de vie et vous bénéficiez du privilège d'être un fonctionnaire de l'État et d'être un enseignant. Le salaire n'est pas le seul outil d'amélioration des conditions de vie. Je voulais vraiment qu'on réfléchisse beaucoup à cela. Deuxièmement, il faut qu'on fasse justice à la réalité. En 2011, de 2011 à aujourd'hui, les salaires enseignants ont été augmentés de 200%. Personne ne dit que dans l'idéal du monde, tout le monde dirait aux enseignants, ne demandez plus d'augmentation parce que vous en avez eu. Ce n'est pas ça la question. C'est que quand vous voyez l'effort continu de l'État, depuis 2011 jusqu'à nos jours, vous saurez qu'il y a eu la volonté du chef de l'État de privilégier le métier d'enseignant, le métier de médecin dans notre pays. Ça, il faut le dire. Et je veux rendre hommage à tous ceux qui, dont Souma d'ailleurs, parce qu'il était avec les Amadou Diallo, les Mansara et consorts, et l'autre Souma Mbemba, tous ceux qui ont agi de 2007 à nos jours, pour que toutes ces augmentations-là se basent sur la base graduelle et dans une discussion contractuelle avec l'État. Vous savez, il y a deux syndicalismes en Europe. Il y a le syndicalisme allemand, où on utilise la grève comme un avertissement, on négocie, tout en grévant, on travaille, jusqu'à obtenir des concessions. Ça fait un pays dont on connaît tous les performances économiques. Il y a le syndicalisme de nos cousins français, où on sait qu'on bloque le pays pendant 1 mois, 2 mois, et on finit toujours par s'asseoir pour négocier quelque chose qui ne satisfait personne. Donc les syndicalistes se sont inspirés peut-être de ces deux histoires-là pour dire quelle est la meilleure forme. Et le président de la République, au début de son premier mandat, a proposé un pacte clair en disant, écoutez, nous sommes dans le trou, mais plus on va remonter du trou, je vais penser aux catégories sociales les plus exposées, dont les enseignants et les médecins. Et il a tenu ses engagements là-dessus. Voilà pourquoi cette crise est un peu malheureuse. On a la crise avec une catégorie qui a été choyée de 2011 à 2018. Pour vous dire la vérité, quand vous prenez un pays comme la France, où je crois le PIB est de 2000 milliards de dollars, ils ont
Ouais. Ils ont un salaire de base de 1300. Nous, on est à 10 milliards seulement. On demande un salaire de base de 800. Faites l'écart entre 2000 milliards et 10 milliards. Il faut, de PIB, il faut faire très attention dans toutes ces discussions que nous faisons. C'est comme si votre enfant vous demandait quelque chose que vous n'avez pas. Vous lui dites, attends, on va d'abord financer les priorités, mais je pense à tes vacances, je pense aux jouets que tu veux, je pense à l'argent que tu veux. Personne d'entre nous, je vous jure que les enseignants le savent, ils ont un gouvernement qui est pro-enseignant. Le président a décidé très tôt de mettre les enseignants au-dessus de beaucoup de fonctionnaires de l'État et les médecins. Et sincèrement, leur salaire a cru dans les proportions que je vous ai indiquées. Oui, ce que nous proposons aujourd'hui, ce que le gouvernement propose, c'est de dire, venez et la discussion continue. En fait, parce que Ali Akamara, inspecteur général du travail, est toujours en contact avec les syndicats sur cette problématique-là. Il n'y a jamais eu de rupture du dialogue. Le problème que nous avons, c'est comment reposer la même problématique autrement. C'est-à-dire, ce qu'on veut gérer sur le paramètre salaire seulement, comment le distribuer sur d'autres paramètres que le salaire. Oui, justement. C'est-à-dire le souci d'améliorer les conditions de vie et de travail et la qualité de l'enseignement, je reviens. Parce que finalement, on ne paye pas autre chose à l'école que l'éducation qu'on donne aux enfants. Est-ce que nous sommes satisfaits de cela? Je suis plus âgé que vous d'une bonne dizaine d'années, mais et moi et vous, vous avez été à l'école ici, au collège et au lycée, les samedis. La charge horaire des enseignants était plus grande. On a réduit la charge horaire dans un pays où l'enfant peut-être a besoin d'apprendre plus de choses aujourd'hui que de notre temps. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne sais pas. C'est une question systémique qu'il faut répondre. Laisse-moi finir, Roby. Deuxième préoccupation systémique. Nous avons 3 mois et demi de vacances. Un pays comme la France a 2 mois de vacances seulement. Pourquoi c'est important ce temps? Est-ce qu'on ne doit pas voir avec les enseignants que dans les faiblesses systémiques que nous avons, c'est-à-dire les familles qui, pour la plupart, les parents n'ont pas été à l'école, ne peuvent pas encadrer leurs enfants, est-ce que dans un tel système, l'enseignant ne doit pas être plus présent dans la vie de l'enfant et l'enfant ne doit pas être plus présent à l'école qu'à la maison? Est-ce qu'après 3 mois et demi de séjour de congé, l'enfant ne désapprend pas? Il y a des questions fondamentales que les enseignants peuvent nous aider à résoudre. Les enseignants, encore une fois, resteront toujours les acteurs clés du système éducatif. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a les parents d'élèves qui doivent participer à l'éducation. Là aussi, faisons des constats honnêtes. Bien. Quand nous étions plus jeunes, les parents d'élèves s'organisaient pour savoir ce qui se passe dans les écoles de leurs enfants. S'ils rendaient pour demander des informations, les enfants étaient inquiets à l'idée que le père ou la mère viennent vérifier ton comportement à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons le même comportement? Quid? Et il y avait aussi un système de contrôle de la qualité de l'enseignement. Le fameux inspecteur. Nous tous, on se souvient que quand l'inspecteur arrive, le maître insiste pour qu'on se coiffe correctement, on s'habille correctement, lui-même il s'habille. Il met son meilleur vêtement. Il est nickel. Il est nickel. Et toi-même, tu sais, ce jour-là, que lui-même, il a peur un peu. C'est-à-dire que l'enseignant que tu respectes, que tu prends pour le bon Dieu, ce jour-là, tu le vois précautionneux et te prie. Si on t'interroge, tu réponds correctement. Il est très rigoureux ce jour. Il est très rigoureux ce jour. Donc, il y a un autre problème systémique qu'on a, c'est l'affaiblissement de l'inspection pédagogique. Donc, la pratique de classe n'est pas suivie. Donc, on n'arrive pas à identifier les points sur lesquels on peut faire la réforme du système de formation des enseignants. Je crois que le débat de l'éducation, le débat de notre avenir, ne le réduisons pas à une protestation catégorielle. Aucun d'entre nous ne peut avoir autre chose que du respect pour le corps enseignant. Mais sincèrement, demandons au corps enseignant un effort. Reposons la même problématique autrement. Retrouvons-nous autour de la table. Trouvons des solutions pour aujourd'hui et pour demain. Ouais. Parce que la pire négociation du monde, c'est celle où un gouvernement cède des choses qu'il ne peut pas respecter. Il ne peut pas respecter. Un. De deux, c'est quand, pour payer une pression amicale, tu tues le fonds de commerce national qui est le budget de l'État, qui est la crédibilité financière de l'État vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Cette crédibilité financière de l'État, c'est ce qui nous permet d'engranger tous les projets que nous engrangeons. Le jour où le FMI et la Banque mondiale disent que la Guinée n'est pas un pays qui respecte ses engagements avec elle, la Chine est actionnaire de la Banque mondiale et du FMI, il faut se dire la vérité, toutes les grandes puissances qui financent notre développement sont actionnaires de la banque. Quand vous n'êtes pas en règle avec la Banque mondiale et avec le FMI, toutes ces institutions-là, privées ou publiques, retirent leur financement de votre système. Donc, on a toujours le choix, comment équilibrer nos revendications catégorielles
les modérer par rapport à l'intérêt général, qui est le fonctionnement global de l'État et l'avancement naturel de la nation. Monsieur le ministre, 2 en 1, vous parliez tout à l'heure là des propositions possibles qu'on peut faire aux enseignants. Est-ce que le gouvernement ou les négociateurs ont proposé ce que vous avez dit, la coupe dans les congés qui vous permet d'engranger, parce qu'un mois payer un enseignant, quand vous faites la somme de tout ça par enseignant par année, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que vous leur avez proposé cette coupe, ou alors est-ce que vous avez proposé de permettez-moi, est-ce que vous avez proposé de dispatcher le temps réduit ou le temps allongé des cours sur leur salaire, ce qui réduit un peu. Deuxième question, c'est que vous parlez tout à l'heure des contre-propositions de l'État, c'est-à-dire les frais de santé, etc. Mais, de logements sociaux, ça, c'est pas ponctuel. Ce qui est ponctuel, c'est le vécu quotidien, c'est le prix du pain, c'est le prix du sac de riz, c'est la dépense donnée... c'est la dépense donnée à madame, ce sont les pesanteurs sociaux. Ça, c'est un facteur qui grignote sérieusement dans le salaire d'un enseignant. Qu'est-ce que l'État fait en retour pour maîtriser le marché guinéen afin que même si on est payé à 800 000 francs par mois, qu'on arrive à vivre le quotidien avec ça. Ça, c'est un autre problème. Là aussi, juste une revue des réalités. Le riz. Quand même, il ne faut pas oublier qu'en 2011, le riz était déjà à 300 000, 350 000 dans ce pays. Aujourd'hui, avec les efforts de l'État, on arrive à garder le prix du riz en dessous largement des 300 000. On est en moyenne autour de 250 000. Pour 285 000, c'est quand les bourgeois comme vous veulent un riz... 295 000, voilà. Quand les bourgeois... Non, toi, tu achètes le riz de 295 000. Les grandes gueules. Non, c'est pas ça. Je veux vivre longtemps, monsieur le ministre. C'est pourquoi j'achète ce riz. Ça, c'est très bourgeois. Quand on commence à penser à la durée plus qu'à la survie, c'est qu'on est déjà bourgeois. Et c'est extrêmement important de ces efforts-là, justement, les efforts conjugués pour contrôler le prix, pour avoir une meilleure police du prix et de la qualité des produits qui rentrent sur notre marché. Tout l'effort du président de la République, tout l'effort d'accroître la production interne, c'est pas un effort de quantité, c'est un effort de qualité. Pour qu'on mange le riz qui est produit l'année même, qu'on ne nous envoie pas du riz qui est le surstock des autres sur les 4 dernières années. C'est pour ça que je parle de vision systémique, d'intérêt général et de protestation catégorielle. Il faut qu'on mette tout ça ensemble et qu'on voit comment avancer. Encore une fois, les nations en croissance, les économies en croissance génèrent des crises. Il est faux, si nous gouvernons, nous disons que ces crises-là ne reposent sur rien. On dit que non, ces crises-là existent, se reposent sur une réalité malaise. Mais il faut qu'on s'asseye ensemble, que le gouvernement et les syndicats trouvent des solutions qui garantissent l'intérêt général et la survie d'ensemble du système. C'est extrêmement important. Mais si aujourd'hui, on donne aux enseignants les 800 €, et les enseignants du secondaire et du primaire, à combien on va payer un professeur d'université qui a enseigné 25 ans? Et peut-être à 4 000 €. Donc, tout le système est lié. Il ne faut pas parler comme si on ne parlait que d'une seule catégorie. Moi, ce que je demande, surtout que la disposition existe au niveau du gouvernement, il faut que nous reposons le problème de la bonne façon. La bonne façon est de dire, est-ce qu'il y a des outils au niveau du gouvernement qui garantissent une amélioration soutenue et irréversible des conditions de travail et de vie des enseignants? Le Premier ministre a répondu à cette question en disant oui. Ces possibilités existent. Ce n'est pas les possibilités de tout de suite, ni de court terme. Venez, on va discuter. Encore une fois, regardez le bilan social du président de la République, vous verrez que les corps enseignants et le corps médical ont été les premiers bénéficiaires des efforts et de l'amélioration des revenus de l'État. Voilà, voici dévolu Moussa. D'autres parlent politique ce matin. Parlons politique. En même temps, il va falloir réfléchir sur la porte de sortie pour ces enseignants du SLEG. Parce que je pense qu'avec la fermeté dans le discours du Premier ministre, il leur a semblé qu'il n'y avait plus de lieu à l'horizon et que toutes les portes étaient fermées. Le Premier ministre a dit ceci. Je reviens parce que les positions du Premier ministre sont des positions importantes. C'est les positions du gouvernement. Il dit ceci. Il est difficile dans le court terme de faire ce que vous demandez. Mais je suis prêt à m'asseoir avec vous pour examiner tous les outils, les moyens pour améliorer vos conditions de vie et de travail. Je crois qu'il faut équilibrer la phrase du Premier ministre. Lorsqu'on part jusqu'en 2020, monsieur le ministre, ce n'est pas le court terme, ça. Jusqu'en 2020, il a dit. Ce n'est pas le court terme. Non. Il dit que dans les perspectives actuelles, s'il n'y a pas une amélioration de l'économie, parce que tout ça, c'est basé sur quoi? L'économie. Oui. Et il a fait une hypothèse de macroéconomiste qu'il est, et il a dit, venez, on va discuter. Ce qu'on peut faire en attendant ça. Et je crois que cette offre est suffisante
pour reprendre des négociations de bonne foi si on souhaite sortir dans l'intérêt général toujours. Alors, sur un autre plan, monsieur le ministre, il y a une autre crise, cette fois-ci politique. Il y a eu des accords qui ont été signés le 8 août et portant donc sur les élections communales. Eh bien, ces accords, aujourd'hui, n'ont pas été correctement appliqués, nous dit-on. Et en tout cas, l'on constate qu'il y a des problèmes dans différentes circonscriptions, notamment en Haute-Guinée, du côté de Kindia. Alors, votre analyse là-dessus et quelle sortie de crise pour cette problématique? Vous savez, c'est... Bon, on a l'âge maintenant, quand on a dépassé 50 ans, on peut commencer à assumer ce qu'on a fait, en bien et en moins bien. Et très sincèrement, je suis l'un des Guinéens qui a eu la chance de participer à vraiment l'implantation institutionnelle de la décentralisation dans ce pays. Le code des collectivités, je suis désolé, c'est moi qui l'ai présenté, il est révisé aujourd'hui, mais c'est mon projet. Le régime des associations, le PACV, tout ça, j'ai été toujours là, dans le petit noyau qui a travaillé sur ces choses. Le regret qu'on a, nous, les spécialistes de la décentralisation, c'est de se rendre compte que ce qui était une affaire de dynamique locale et de développement local est devenu une affaire partisane nationale. Oui. On s'est trompé. Mais vous savez, on a un défaut en Afrique. On croit que Rome s'est fait en un jour. Hein? On croit que Rome s'est fait en un jour. Et lui, il croit que Zali Kolé s'est fait en Les 3 jours. grandes gueules. Et très sincèrement, il faut qu'on soit modeste. On a passé des accords au niveau national de bonne foi. Tous les états-majors qui ont participé à ces accords étaient de bonne foi. Et je vous ai dit ici, nous allons respecter nos engagements. On a été surpris par les réactions et les dynamiques locales. Tous. On fait semblant qu'on contrôle ça. On les subit. Ayons la modestie de nous dire, peut-être qu'on s'est trompé. On aurait dû associer un représentant de chaque localité avant de passer l'accord avec l'autre parti. Excusez-moi, moi je suis indubitablement... Voilà, moi je suis indubitablement... un petit enseignant. C'est-à-dire quand je me trompe, je cherche à savoir dans les annales qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Si ça n'existe pas dans les annales, j'essaie de réfléchir. Je me dis qu'on a commis une erreur, on a sous-estimé tous les dynamiques locales. Ouais. Pour preuve, au sein du même parti, d'un même parti, les partis votent en interne, présentent un candidat. Dans le même parti, quelqu'un se rebelle contre le candidat officiel de son parti et gagne à l'élection contre le candidat officiel de son parti. Est-ce que le parti peut se tricher lui-même? Non. Ça veut dire que les dynamiques locales ont été plus fortes que le parti. Il y a d'autres cas où le parti décide de donner la place de maire à un autre parti. Il y a des cas où ça a été respecté, il y a des cas où ça n'a pas été respecté. Donc, la modestie, c'est de dire, peut-être que nous, les leaders au niveau national, on a passé ces accords en oubliant qu'il s'agit d'élections locales. Il s'agit de gouvernance locale. Il s'agit, comme j'aime à le dire, d'une affaire entre voisins et cousins. Des gens qui sont très liés, qui ont une représentation particulière de leur commune, de leur communauté et de leurs intérêts. Et qui ont arbitré pour ces intérêts-là, pas pour les considérations. Les grandes gueules. Ils nous ont totalement débordés partout. Je vous dis cela parce que si on ne tient pas compte de cette réalité, on va freiner l'évolution de la démocratie en Afrique. Le bureau politique national du RPG s'est trompé. Je dis, le bureau politique national du RPG, dont je suis membre, doit être modeste et apprendre des leçons qu'on doit tirer de ces événements-là. On s'est rendu compte qu'on aurait dû, nous, en tout cas, si c'était à refaire, j'aurais demandé, allons-y à la base, demandons qu'on fasse ceci ou cela. C'est ça aussi, peut-être, qui crée les crises chez nous. C'est que quand il y a un problème, au lieu de prendre le temps de réfléchir et de prendre sa part d'erreur dedans, je dis non, c'est la faute de Tamba, c'est la faute de Robi. Ah non, si Boubacar avait fait ça, on n'aurait pas eu ça. Modestement, je vous dis que parfois il y a des dynamiques locales qui nous surprennent parce qu'on se dit, vous prenez le cas de Massanta. Le RPG présente un candidat qui ne semble pas convenir à la dynamique locale des conseillers du RPG de la localité. Ils votent contre le candidat du RPG. Est-ce que c'est forcément l'UFDG qui les a corrompus? Je ne crois pas. Est-ce que c'est forcément une magouille contre le RPG? Je ne crois pas. Les dynamiques locales nous ont trahis. Ça, c'est ma perception. Et ça, c'est dans notre camp. Je donne un autre exemple. À Cancan, vote interne de notre parti, on a un candidat. Docteur Sidibé. Docteur Sidibé. Le bureau politique veut imposer quelqu'un d'autre. Non. Bien sûr. Alors, bien sûr. Attendez, dynamique locale. On va s'arrêter. On va s'arrêter sur le cas de Cancan. C'est important. Parce que ce qui risque d'arriver à Cancan. Je vais d'avoir un résumé des dynamiques locales. Monsieur de Wassoulou
soutient son cousin Sidibé à Cancan dans le baptême. Oh là là. Oh là là. C'est la dynamique locale. C'est la dynamique locale. Non, pas du tout. Allez-y, Allez-y, Tamba. Allez-y, C'est la Tamba. dynamique locale. Allez-y, Tamba. Monsieur le ministre, la thèse des dynamiques locales, je la trouve très très pertinente. Mais je pense qu'il faut, il faut aller plus loin. Il faut probablement. Il est dans une dynamique Wassoulou. Les grandes gueules. Alors, Allez-y. Alors, je disais que la thèse des dynamiques locales, elle est pertinente. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et situer un peu plus les responsabilités pour faire en sorte qu'on n'en arrive pas là. On a dépensé plus de 300 milliards pour ces élections-là. 9 mois après, toujours pas d'installation achevée. Et pendant ce temps, ce qu'il faut dire, pour être plus précis, je donne l'exemple de Télémélé. Télémélé, il y a là une circonscription que l'on appelle Missira. Le délégué venu du côté gouvernement pour procéder à l'installation reçoit un coup de fil en plein processus. Alors, il sort et ensuite il décrète la suspension du processus. Et ce n'est pas le seul cas. À Guékédou, ça s'est passé comme ça. Un peu partout, il y a ce genre de report. On voit bien qu'au-delà du RPG arc-en-ciel, on peut être tenté de croire qu'il y a la main de l'exécutif qui agit dans tout le système. Est-ce qu'au-delà des questions de dynamique locale, vous-même, vous, exécutif, n'êtes pas responsable de ce qui est en train de se passer? Non, vous savez, sincèrement, le travail du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation n'est pas aisé dans ce genre de circonstances. J'ai été dans cette position-là, à peine à 39 ans, pour gérer le même type de problème. C'est extrêmement compliqué. Est-ce que l'impératif de l'ordre public doit être sacrifié simplement pour un déroulement? Ils ont des informations souvent, ils connaissent ils suivent les acteurs plus que nous. Il peut leur arriver de se rendre compte que tenir même une bonne élection peut créer la perturbation sociale. Parfois, ils sont obligés de... Les grandes gueules. Je n'en dirais pas tant de Wendekenema, par exemple, ou même d'autres localités où l'on va sortir des maires, des conseillers élus, les faire remplacer par de simples citoyens qui n'ont pas été choisis. Non. Bah si. Est-ce que vous avez la preuve de ça? Non, mais on a écouté plusieurs leaders crédibles là-dessus. Ici, à partir de ce studio, je trouve qu'ils n'ont pas raconté leur histoire. Les grandes gueules. Exactement. C'était avec le RDIG où le leader, dont le leader plutôt, a écarté un des élus de Wendekenema. Un élu de sa liste? Un élu de sa liste. Votre nouvelle recrue. Au motif que cet élu donc, ne donnait pas tous les gages de confiance ou de... Est-ce qu'il a retiré ou l'élu a démissionné? Non, il lui a demandé... Non, tu vois, les grandes gueules. Il a été exigé de cet élu de signer une procuration. Non, écoutez, moi je pensais, sincèrement, quand je vous ai écouté, pourquoi je n'y croyais pas, c'est qu'il a été presque de force retiré. Vous me dites maintenant qu'il lui a fait signer une procuration. Les grandes gueules. Abakar, c'est important de dire qu'il s'agit de deux cas. Celui de Guékédou dont tu parles, Abakar Diallo, on lui a fait signer une procuration de force. Mais à Wendekenema, c'est des représentants du bloc libéral qui ont été élus avec l'UFDG. Ces deux élus, ces deux conseillers élus, ont été retirés de la salle et remplacés par d'autres. Vous savez, dans ce cas d'espèce, ce qu'il faut faire, il y a un recours administratif. Utilisons les recours toujours. Il y a le ministère de l'administration du territoire qui a la maîtrise d'ouvrage de ces installations. Moi, je crois que le parti concerné doit écrire rapidement, preuve à l'appui au ministère pour qu'il soit rétabli dans son droit. Donc vraiment, je crois que c'est des choses qui ont des solutions dans le fonctionnement régulier de l'État qu'on transforme en élément de crise. Ça, ce qu'il y a à faire de correct et d'immédiat, c'est de demander au parti concerné de saisir le ministère de l'administration du territoire en recours administratif. Bien, allez-y, Roby. Et comme le ministère a toutes les listes de tous les élus, le ministère vérifiera si les élus sont ceux qui ont voté ou ceux qui ont voté ne sont pas des élus. Mais je crois qu'il faut utiliser les recours administratifs. Vous êtes un dur à cuire en la matière puisque vous avez longtemps résidé à la maison de décentralisation de notre pays. Les tensions liées à ce processus d'installation des maires, est-ce que c'est de bon augure quand on sait que tous les acteurs politiques, que ce soit mouvance ou opposition, ont baigné jusqu'à la moelle épinière dans la corruption. On a vu les déclarations de Aboulaye Kourouman qui aurait reçu 50 millions des mains de CC Lois par personne interposée pour pouvoir le soutenir.
ainsi de suite. Les grandes gueules. Ainsi de suite. Et on s'est rendu compte que finalement, la corruption était étalage dans tout le processus électoral. Est-ce que à ce niveau-là, on peut parler de crédibilité des maires que nous installons, de crédibilité même du processus électoral, mis à part tout le doute qu'il y a sur le recensement au niveau de la CENI? Encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse remettre en cause le processus électoral pour cela. Si ce que vous dites... Électoral aussi corrompu. Imaginons que ce que vous dites soit vrai. Mais c'est vrai. On a 342 communes. Les cas que vous signalez se sont produits. Faisons un peu de l'analyse quantitative. Dans combien de communes? Ça aussi, il faut qu'on arrête dans ce pays, comme dit l'autre, de jeter toujours le bébé avec l'eau du bain. Il y a 342 communes. Les cas que vous signalez se sont déroulés dans combien de communes? Oui, mais c'est important. Mais la loi permet. La loi permet. Si c'est un seul cas, permettez-nous. Même si c'est un seul cas, c'est grave. D'autant plus que nous assistons à des belligérances de partout liées justement à cette incohérence entre une élection bien faite et tout le processus corrompu. Et je vous dis, tous les acteurs qui sont floués ou qui se sentent atteints dans leurs droits ont la possibilité de faire des recours administratifs. Ils n'ont qu'à coucher ça sur papier et indiquer que M. Tel nous a confirmé que tel candidat lui a donné 50 millions. Et mettre les 50 millions comme pièce de conviction. Je crois qu'on minimise la force du recours administratif dans ces cas-là. Mais ce qui est grave aussi, dans notre pays, c'est qu'à un moment donné, quand je perds une élection, c'est que toujours quelqu'un a corrompu quelqu'un contre moi. Donc, pour éviter cela, que les gens portent plainte. Ils ont la possibilité aujourd'hui de porter plainte. De dire à Zéle Corée, M. Tel m'a remis 50 millions pour voter pour lui. Voilà la preuve. Et je porte plainte contre lui pour tentative. Plus globalement, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord que ce processus qui est en cours et qui n'est pas conduit à son terme, il a été mené dans une sorte dans une forme de pagaille, on va dire comme ça, où il n'y a pas de calendrier bien établi, ça se fait au compte-gouttes, il y a des incidents de part et d'autre, il y a eu des affrontements à Kindia. Vous ne pensez pas que votre gouvernement, le ministère, à travers le ministère de l'administration du territoire, a géré ce processus avec beaucoup d'amateurisme, avec beaucoup de dilettantisme, on va dire comme ça? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, l'opposition appelle à une manifestation aujourd'hui, justement pour protester contre ces irrégularités et la corruption du processus, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que cette manifestation a sa raison d'être? Est-ce qu'elle est justifiée à vos yeux? Vous savez, quand vous avez passé un accord et que vous estimez que l'accord a été soit partiellement, soit mal appliqué, moi j'aurais aimé que le premier réflexe soit de s'asseoir avec ceux avec lesquels vous avez signé l'accord et voir qu'est-ce que vous pouvez faire, soit pour rattraper ce qui n'a pas marché, soit pour éviter que ce qui n'a pas marché se poursuive dans l'évolution du processus. Je crois qu'on ne perd jamais de temps, on ne perd jamais de crédit à dialoguer ensemble. J'aurais aimé qu'au lieu de cette manifestation, il y ait une demande de ceux qui estiment être floués, qu'on se retrouve autour de la table et qu'on examine soit cas par cas, soit l'ensemble de la problématique pour savoir comment sortir ensemble. Je vois beaucoup de gens, vous savez... Vous ne trouvez pas tout de même que le processus en l'état actuel, tel qu'il est conduit, vous ne trouvez pas qu'il est mal... Je crois il a été mal conduit quand même. Il y a une mauvaise perception. Vous qui êtes spécialiste de la décentralisation, monsieur le ministre, vous permettez, je pose ma question. Est-ce que, si vous étiez à la place de monsieur Bourema Koné, est-ce que c'est de cette façon que vous aurez conduit ce processus d'installation? Je ne sais pas si on a compris la décision de Bourema Koné. Moi, en 2005, et je crois que Bourema Koné a fait la même chose. Ça lasse des pics. C'est aux autorités, préfectorales. C'est aux autorités préfectorales d'exécuter l'instruction générale d'installation des exécutifs communaux. Au gouverneur de superviser cela et au département d'envoyer un technicien pour veiller à la régularité du scrutin interne entre les conseillers. Les rôles sont repartis. Parler d'un calendrier dans cela me gêne parce que le principe même d'une bonne déconcentration, corollaire de la décentralisation, serait de laisser chaque préfet examiner avec les acteurs locaux et définir un calendrier propre.
à leur réalité, selon... Oui. On va faire un calendrier général. Non, on ne peut pas faire un calendrier général. On n'est pas en train d'installer un organe territorial unique, on est en train d'installer 342 organes territoriaux. C'est que la communication du ministre écoutez-moi. Il n'a pas été clair dans sa communication. Non, il n'a pas été clair, on n'a pas voulu l'entendre. Non, mais il n'a pas été clair, on l'a suivi. Encore une fois, très sincèrement, il s'agit de 342 conseils communaux. Je pense, avec le peu que je sais, qu'il aurait été plus judicieux. Et c'est ce que le ministre a voulu faire, de demander au préfet, voyez avec les acteurs, définissez un calendrier. Mais voilà la période de départ, voilà ce qu'on souhaite comme période d'arrivée. C'est toujours dans une fourchette, un intervalle qu'on fait ce genre d'activité. Pourquoi? Parce que les réalités ne sont pas les mêmes partout. Il y a des endroits où c'est facile de mettre en place un tel processus. Il y a des endroits où il y a des crises annexes qui peuvent perturber la mise en place. Il y a des endroits où les acteurs peuvent vous demander, laissez-nous le temps, on va négocier entre nous pour trouver un consensus. Monsieur le ministre, on ne parle que, mais vous êtes la presse, et c'est normal que vous ne parlez que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, comme dirait l'autre. Mais il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure. Oui, mais... Il y a des endroits où ce même processus s'est déroulé sans... Les grandes gueules. Allez-y, Moussa. Donc les journalistes ne parlent que de ce qui ne va pas. Lorsque la voiture écrase un chien, moi, ce n'est pas une info. Le jour où on me dira que le chien a écrasé une voiture, je pense que je vais m'intéresser à cette nouvelle. Alors, moi, la question que je me pose... Non, je vais porter plainte auprès de la Société de protection des animaux. Alors, Les grandes gueules. Si l'on part du postulat que vous avez développé, cela signifie que nous aurons des exécutifs communaux qui auront des mandats qui vont démarrer de façon différente. Pas du tout. Avec un chronogramme différent. Non, vous savez... Dites-moi parce qu'à l'heure nous sommes, monsieur le ministre, vous savez, à l'heure nous sommes... C'est pas le même... Non, leur rentrée officielle en fonction... Oui. est aussi ordonné et régulé. Comment? Le ministre prend un acte pour dire, au vu des résultats de l'installation des exécutifs communaux, la rentrée officielle des communes en République de Guinée est fixée à telle date, première session. C'est exactement cela. C'est-à-dire que, tu sais, le problème qu'on a, on parle de choses qui sont réglementées. Peut-être qu'on aurait dû faire une forte campagne de sensibilisation sur comment ça marche avant même les élections. Vous êtes du gouvernement, vous n'avez pas envie de donner des leçons, une sorte d'apprentissage à monsieur le ministre Bourema Condé, qui était quand même un général. Vous connaissez mieux la décentralisation. Donc il n'a pas envie de décorcher un peu au nom de la solidarité gouvernementale. Il n'a pas envie de toucher à Bourema Condé. Mais on comprend bien que la démarche qui a été celle du ministre a été une démarche assez alambiquée, désordonnée, parce que sinon on n'aurait pas assisté à tout ça. Vous savez, quand tout marche bien, quand on est ministre de l'Intérieur, la première discipline qu'on vous enseigne, et je tiens cette phrase-là de quelqu'un qui a été un grand ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, que quand tout marche bien, c'est le gouvernement, c'est tout le monde. Quand il y a juste un village où il y a un problème de pompe à essence, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc un ministre de l'Intérieur encaisse toujours ce genre de coup-là. Je ne suis pas en train de le dédouaner, je dis qu'il faut accepter que nous sommes dans un processus où les dynamiques locales, autant pour les élus que les administrateurs, l'emportent sur nos considérations nationales. Mais il faut appliquer les règles et les lois de la République. Il faut respecter les accords. On aurait pu nous éviter ce spectacle. Les dernières élections locales datent de 2005. Oui. Alors, monsieur le ministre, toutes ces années-là, on aurait pu avoir une certaine expérience. Vous auriez pu être associé à ces élections-là. Parce à ce jour, ce dont il est question, ce n'est pas les installations des exécutifs communaux, il est question du voisinage, il est question de la stabilité, de la quiétude sociale. Comment résoudre ce taux de problème? C'est tout ce que, justement, vous savez, il y a des débats, quand on les fait, on nous soupçonne toujours de critiquer les gens. Les gens du CNT se souviendront. À force de croire que la meilleure façon de garantir les libertés, c'est d'affaiblir l'État, donc le pouvoir exécutif, on se retrouve dans des systèmes institutionnels sans arbitrage et sans régulation. On a tout fait pour émasculer le ministère de l'administration du territoire dans ce pays, pour qu'il n'ait rien à dire sur les processus. À force, on se retrouve dans des systèmes où il n'y a pas d'outils réglementaires qui permettent au ministre d'agir. C'est pour ça que je parle de modestie, de leçons apprises. Si nous sommes responsables, dans 3 mois maximum, les grandes gueules sur les élections locales en Guinée et se poser les questions suivantes. Est-ce que la façon dont nous présentons les listes favorise la clarté pour les électeurs et la stabilité des relations, tu as raison, de cousinage et de voisinage? Est-ce que ça favorise cela? Parce que la stabilité donc locale. Est-ce que deuxièmement, ces élections-là doivent être aussi partisanes que ça? Comment on fait pour que ça se passe mieux et pour les partis, mais surtout pour la démocratie locale? Est-ce qu'on ne devra même pas insister, avoir un autre mode de scrutin? Les grandes gueules. Celui qui arrive en tête occupe le poste de maire.
Celui qui arrive en second occupe le poste de vice-maire, ainsi de suite. Est-ce qu'il y aurait eu tout ça? Donc moi, depuis qu'on est dans la crise, excusez-moi, c'est mon fonctionnement. Je suis un peu un expert en cela. Et je me pose la question, comment je ferai la prochaine fois pour éviter cette crise? L'une des solutions que j'ai trouvées, c'est qu'on accepte que c'est des élections à la proportionnelle. C'est-à-dire que c'est des élections où il faut respecter la proportion que chacun gagne là où il est. Peut-être que ça va nous obliger à travailler ensemble. Parce que, et ton maire UFDG, et ton vice-maire RPG, et le second UFR, et le quatrième du BL, ils sont tous des cousins à un degré ou à un autre à Wende Kanema. Bien. Donc, pour ne pas que ces gens-là s'affrontent trop, il faut revoir le système électoral et l'adapter à nos réalités. L'une des inventivités qui manque aujourd'hui en Afrique sur la démocratie, c'est que nous sommes en train de pomper et de reproduire les schémas qui sortent d'autres histoires sociales que les nôtres. Nous les calquons. Maintenant, quand la réalité nous fait offense comme cette fois-ci, faisons jurisprudence. Prenons du recul et posons-nous la question, comment la prochaine fois on va s'organiser pour que ça soit moins perturbé? Je vous ai donné cet exemple-là. Moi, j'ai pensé à ça, j'ai dit, tiens, on aurait dû en faire un scrutin à la proportion intégrale. C'est-à-dire que le maire, c'est celui qui vient en tête. La liste qui vient en tête donne le maire, la liste qui vient en seconde donne le vice-maire, et ainsi de suite. Et les gens apprennent à travailler et à vivre ensemble. Bien. Parce que les questions à l'échelle d'une commune, c'est des questions partagées. C'est les gens qui vivent ensemble depuis des siècles. Même dans les villes aujourd'hui où il y a des crises nouvelles, parce que la ville est constituée souvent d'arrivants. Même dans ces villes-là, les quartiers les plus nouveaux à Conakry ont une histoire. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Évidemment, le visage grave ce matin, hein, vous faites bien de le dire, l'heure est grave. Il faut que les gens prennent conscience. Je pense que quand il y a un événement pareil, il faut l'analyser à froid, de manière réfléchie, faire en sorte que la paix continue à régner dans notre pays, parce que je crois que la situation va crescendo. À mon avis, ce qui s'est passé hier du côté de la Bellevue, moi je déplore un peu la communication ou les communications rapides sur les réseaux sociaux, des communications qui, ma foi, sont de nature à attiser le feu. Moi, je vois des vidéos montages, des images, des expressions par-ci, par-là, des appels à la violence. Je pense qu'il faut laisser le rôle aux experts de déterminer les responsabilités des uns et des autres, parce que dans cette situation, quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'analyses à faire, il y a beaucoup de flou. Je ne suis pas en train de situer d'emblée les responsabilités, mais moi, je pense que dans des pays sérieux, quand il y a un événement pareil, vous vous méfiez de communiquer à votre niveau. Vous n'êtes pas des experts. Il y a quand même des experts. Il y a la justice, il y a la balistique. Laissez. Je suis tout à fait d'accord avec le communiqué du parquet qui demande une enquête indépendante sur cette histoire de balle. C'est une honte. Je suis d'accord, mais voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que si les gens se lancent dans les communications par-ci par-là, désignant déjà des coupables ou disant facto qu'il y a eu évidemment tentative d'assassinat, je ne suis pas en train de dédouaner la gendarmerie, je ne suis pas en plus en train de dire qu'il n'y a pas balle ou il y a caillou, je ne sais pas quoi, mais je pense que pour la quiétude, pour la paix, il faut laisser les experts déterminer ce qui s'est passé. Moi, ma foi, ce que je dis, c'est que j'ai deux analyses face à cette situation. Il y a une manifestation qui a été préparée, qui a été organisée qui a été demandée par l'opposition républicaine. C'est qu'il y a un droit fondamental pour eux de manifester. Mais d'un autre côté, il y a l'État qui a interdit la manifestation. Donc, si force doit être à la loi, je pense que d'un côté, il fallait non seulement respecter l'interdiction de la manifestation, mais au cas où vous voulez... C'est un droit, Roby. Oui, mais j'analyse. Laisse-moi analyser, laisse-moi aller dans mon analyse. Je dis bien, si force doit être à la loi, vous devez vous plier à l'interdiction de la manifestation. Mais si vous devez manifester, au cas où vous voulez user de votre droit qui est de manifester, il faut quand même dire une vérité, c'est que les gendarmes, le dispositif des gendarmes, ou de policiers, c'est un dispositif dissuasif jusqu'à preuve de contraire. Oui. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais lorsque les manifestants, lorsque les jeunes commencent par lancer des pluies de pierres sur les gendarmes, moi, à mon avis, si vous appelez manifestation pacifique, vous ne lancez pas des pierres. Ça monte l'adrénaline, ça donne lieu à des violences, et ce sont ces violences-là qui donnent des conséquences
auxquels nous avons assisté hier, c'est-à-dire des dérapages. Je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent être lucides, les gens doivent user de leurs droits, mais user le droit veut dire vous les usez dans la limite des droits des autres. Ouais. Je pense qu'il est important de souligner cela. Vous pouvez manifester, mais vous n'avez pas le droit de jeter des pierres, vous n'avez pas le droit de provoquer, vous n'avez pas le droit de monter l'adrénaline. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a nécessité de préserver la paix dans ce pays-là et le danger auquel nous courons. Si tu n'es pas d'accord, tu pourras aller si tu n'es pas d'accord. Le danger auquel nous courons aujourd'hui, c'est un danger de dérapage vers une violence incontrôlée. Je pense qu'il est important que les jeunes se ressaisissent, que les gens sur les réseaux sociaux se ressaisissent. Encore une fois, d'avoir une communication dans le sens de dire la vérité, une communication dans le sens de s'exprimer, c'est vrai. Exprimer sa colère ne veut pas dire appeler à la violence, appeler à la haine, faire des montages vidéo de toutes sortes, de part et d'autre. Hein. Je parle bien du camp de l'opposition que du camp du pouvoir politique, parce que moi j'ai vu plusieurs vidéos, montages, chacun allant de son explication de ce qui s'est passé hier. Dans des experts qui sont là, demandez à ce qu'il y ait une enquête, mettez la pression sur la justice pour que justice soit dite, et c'est seulement comme ça qu'on pourra préserver la paix dans notre pays. Quoi qu'il s'est passé, Roby, ce qui s'est passé hier, ça n'a pas le droit d'être. Absolument, on est tout à fait d'accord. J'ai l'impression aujourd'hui que tout est mis en œuvre pour écraser les institutions. Tout est mis en œuvre aujourd'hui pour faire disparaître l'UFDG. Disons les choses. Je suis tout à fait d'accord, mais ce qu'il faut dire... Il y a un moment, je pense qu'il faut se réveiller, c'est très important. Ce qu'il faut dire, mais ce n'est pas les appels à la violence, ce n'est pas les manipulations d'images, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir. Je pense qu'il est important de dire aujourd'hui, de situer aujourd'hui les responsabilités, oui, mais écoute, en appeler les experts qui s'expriment, qu'il y ait des enquêtes qui s'expriment là-dessus. La question hier à Bafou, et quand ils ont confiné le président Cellou Dalein Diallo chez lui, mais aller jusqu'à, je veux dire, non, je voyais les images, c'est juste extraordinaire. Non, mais honnêtement, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. C'est très important. Moi, je pense qu'il faut déplorer et condamner avec la dernière énergie ce qui s'est passé à la Bellevue. C'est inacceptable, c'est inadmissible, Lamine. Ouais. Moi, je ne peux pas comprendre que Roby me sorte un scénario du genre à dire il ne faut pas que une pluie de pierres tombe. Mais oui, c'est tout à fait. Où est-ce que vous avez vu ça, monsieur Où les pluies de pierres Poulemou? Où est-ce que vous avez vu ça? Tu n'as pas regardé les vidéos? Tu tombes des Non, mais attendez quand même. J'ai regardé cette vidéo. J'habite dans cette zone. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'habite dans cette zone. Je sais. Vous habitez où? J'habite à Amdalaï. Vous n'êtes pas à Bellevue. Vous n'habitez pas à Bellevue. J'ai vu hier, j'ai assisté au CEL. J'ai regardé cette vidéo. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Allez-y, Titi. J'ai regardé, j'ai visionné également cette vidéo. Je ne suis pas d'accord que quand on me dise qu'il y a eu des jets de pierres sur les gendarmes. C'est un cortège qui venait et qui a été stoppé net par un déploiement des forces de sécurité. Je crois que c'est ce qu'on voit. On voit que il y a eu des tirs à gaz lacrymogène parce qu'il y a eu de la fumée, et le président de l'UFDG lui-même a expliqué qu'à un moment donné, les gens ne se voyaient plus, et on peut remarquer qu'à un moment donné, le cortège a été contraint de rebrousser chemin. Je n'ai pas vu d'image de pierres tomber sur les forces de sécurité. Il y a eu un dispositif qui a été mis en place par les forces de sécurité, à savoir la police et la gendarmerie. Des unités étaient positionnées au niveau du rond-point de la tannerie, qui était le point de départ de cette manifestation. Des unités étaient positionnées à l'esplanade du stade du 28 septembre. Des unités également à la Bellevue, parce qu'on savait de toutes les façons que ça allait être le chemin que le cortège de la Cellou Dalein Diallo allait emprunter. Et 2 km, moins de 2 km à partir de chez lui, le cortège a été bloqué là. Je n'ai pas vu de pierres. Il faut que les choses soient claires. Au contraire, non mais attendez, je vais au bout de mes idées. Parce qu'il faut quand même, il faut qu'on se dise les vérités. C'est ce qu'on cherche à comprendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il eu tir à balles réelles sur le véhicule ou pas? Parce qu'on voit les images, il y a quand même un trou parce qu'on voit que le pare-brise a été transpercé, et on voit aussi par derrière que les vitres sont endommagées. C'est cette situation qu'il faut élucider. Le parquet général a déjà dit qu'une enquête va être ouverte. Ce n'est pas une enquête indépendante non plus, Roby. Le parquet mène son enquête. Les forces de sécurité sont sorties à la télévision à travers une communication de cassé pour rejeter toute responsabilité dans ce qui s'est passé et exiger cette fois-ci une enquête indépendante
au choix de l'opposition. C'est extrêmement important. Et ce que j'apprends, c'est que c'est une unité scientifique, je crois, au niveau de la police ou de la gendarmerie et la gendarmerie régionale de Conakry qui vont mener cette enquête qui va être diligentée par le parquet général. Donc, de l'autre côté, c'est plutôt une enquête indépendante que les forces de sécurité demandent, qui peut être conduite par une unité indépendante du choix de l'opposition. Mais je crois que c'est extrêmement grave parce que les grandes gueules. Vous parlez de communication, on dit non, c'est des pierres qui sont tombées ou c'est une pierre malheureusement qui a transpercé. Attendez, on parle de pierre. Je crois que ça a été aussi la ligne de défense du ministre de l'Information, Amara Somparé. Mais moi je veux bien savoir, parce que ce n'est pas une situation anodine. Il faut qu'on porte la lumière sur ce qui s'est passé. Quand vous voyez le trou qui apparaît sur le pare-brise, non, attendez, Roby, parce que je ne suis pas expert en balistique, mais moi je ne peux pas croire que ce soit une pierre qui est transpercée le pare-brise. Je ne crois pas, c'est mon point de vue. Je ne dis pas non plus que c'est une balle, mais il faut le savoir. Ouais. Il faut déterminer clairement ce qui s'est passé. Parce que je ne peux pas croire que ce soit une petite pierre qui est transportée, mais regardez bien les images. Il faut savoir raison garder. J'ai dit pour ma part, pour ce premier passage, qu'on n'avait pas besoin de cela. Oui, c'est de la violence gratuite. Oui. On n'avait qu'à autoriser cette manifestation. Il y a une frange de la classe politique qui n'est pas contente, qui dénonce ce qui se passe comme pagaille dans le processus d'installation des conseils communaux. Il faut permettre à cette frange de la classe politique de s'exprimer à travers des droits qui lui sont reconnus par la Constitution. Merci, on n'avait pas besoin d'interdire cette manifestation. Voilà, allez-y, avec moins d'émotion, allez-y. Moi, je dis que c'est très, très dommage. Dommage dans tous les camps. Ouais. À la fois au sein de l'opposition, au sein de la mouvance, qu'au sein des médias. Ouais. On a oublié le fait qu'il y a un jeune Mamadou Selou Diallo, justement, Mamadou Samba Diallo, qui est décédé hier, qui a été tué hier. Ouais. Son oncle, dans une interview accordée au Monde, décrit une scène surréaliste. Ouais. On aurait tiré sur mon neveu. Ensuite, il y a un pick-up des forces de sécurité qui arrive et il donne des coups de pied dans le ventre et dans le torse du jeune garçon. Avant de se rendre compte que le jeune, il est passé de vie à trépas. Ensuite, on prend la décision de partir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui focalise les attentions? Une balle qui a transpercé un véhicule. Le jeune garçon et les près de 100 autres victimes qui sont tombées, ils ont promis des enquêtes. Selou Dalein Diallo, il y a cette balle qui transperce son véhicule. L'État dit... Il faut que lumière soit faite. Vous avez vu la mobilisation autour. Les forces de l'ordre disent il faut une enquête indépendante, avec des choix, comme Aboubacar Diallo est en train de le dire, avec des choix de personnes, d'acteurs qui seraient indépendants au choix de l'opposition. Moi je dis c'est simplement dommage que l'on ignore ainsi la mort de cette centaine de jeunes Guinéens, et que pour des cas, c'est comme pour le président de la République, pour M. Selou Dalein Diallo, comme pour le président de la République, ce sont des gens élus de la société, ce sont des intouchables qui valent, dont la vie vaut un peu plus que les nôtres. Nous, on peut nous aiguiller et puis ça va tout simplement. Pour eux, il ne faut pas toucher à leurs cheveux tant que l'État ne veuille se bouger. Cela dit, revenons aux faits. Moi, je dis que Lamine, à la fin, vous savez, on dit la répétition est pédagogique. Mais notre répétition à nous sur les cas de victimes ici, elle est lassante. Ouais. Depuis 2010, depuis 2011, on parle de cas de victimes, de morts. Mais je dis, que ce soit une pierre, que ce soit une balle, en tout cas la balistique nous permettra, l'expertise balistique nous permettra de le dire, mais que ce soit une balle ou une pierre, ça ne devait tout simplement pas transpercer ce véhicule. Ce que je dis, je n'aimerais même pas focaliser sur le cas de M. Selou Dalein Diallo. Je veux simplement dire que pour les cas de victimes, de morts, donc pour les cas de morts lors des manifestations, pour les cas de casse de biens des pauvres populations guinéennes, parce que nous en avons tous fait les frais. Espace FM, vous vous rappelez, nos véhicules caillassés d'une certaine manière, des boutiques détruites, des maisons incendiées. Le cas de Kindia n'est même pas encore terminé. Que ce soit pour cela ou pour le cas de M. Selou Dalein Diallo, je dis que ce n'est pas normal. Tout simplement, il faut qu'à un certain moment, l'État arrête. Ouais. Parce que c'est lui le coupable. Ce n'est pas Selou Dalein Diallo qui a voulu défier l'interdiction de manifestation.
C'est l'État le coupable. Ouais. Quand dans un État que vous appelez démocratique, vous interdisez toute forme de manifestation. Les grandes gueules. L'effort social de Guinée, vous avez suivi, lorsqu'il y avait ces mouvements autour du carburant, lorsqu'il y avait celui-là autour de Haïl Bayrak, ainsi de suite. L'État a dit interdiction de manifestation pendant toute cette période. On ignore pendant ce temps la Constitution. L'État refuse d'encadrer les manifestations et on dit à des citoyens qui veulent exercer conformément à la Constitution, ne sortez pas, cela vous est interdit. C'est Cellou Dalein Diallo et toute l'opposition, ils avaient bien fait de défier cette interdiction-là. Ils avaient bien fait, il faut le dire. Mais encore une fois, ne déplaçons pas le débat et n'ignorons pas les vrais enjeux. Autant on veut faire la lumière pour Cellou Dalein Diallo, autant il faut faire la lumière pour les autres. Ouais. Autrement, une vie, c'est une vie. C'est aussi simple que le ça. peuple aura compris. Ouais. Les Le peuple grandes aura gueules. compris que ceux qui valent perpète dans ce pays, c'est ceux-là qui ont des partis politiques et non ceux qui tirent le diable par la queue au quotidien et pour lesquels on dit se battre tous les matins, tous les soirs, sur le dos desquels malheureusement on profite tous les jours. Ouais. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. Je ne sais vraiment pas quoi dire ce matin parce que je suis quand même dépassé. Ouais. Finalement, il a raison, Tamba. Lassitude. J'ai l'impression de me répéter, Ouais. Les grandes gueules. de vivre un véritable cauchemar. Cauchemar. Mais j'aimerais vraiment qu'on fasse attention. Ouais. Moi, en 2001-2002, j'ai été contraint de quitter un pays où je suis né, la Côte d'Ivoire, parce que tout simplement ce pays était en train de basculer dans le chaos. Je sais c'est quoi la guerre. Ouais. Je veux vraiment que les Guinéens réfléchissent et qu'ils tirent les leçons de tout ce qui se passe aujourd'hui. Tous ceux qui ont le couteau sur la langue, qu'ils soient en Guinée, qu'ils soient à l'étranger, derrière leur smartphone, qu'ils pensent que même s'ils ont leur famille avec eux, ils ont certainement une connaissance, un cousin, une nièce ou quelqu'un qui vit en Guinée ou des biens qui peuvent être détruits par le fait d'appeler à la violence. Ouais. Nous créons et nous mettons en place les conditions d'affrontement, de violence entre nos frères tous les jours. Les grandes gueules. Une dialectique dangereuse, remarquez, s'est installée sur les réseaux sociaux, dans les discours des politiques, dans les discours même des détenteurs de la puissance publique. Et dans cette dialectique dangereuse, dans cette violence, dans cette barbarie, qui que vous soyez imam, prêtre, archevêque, journaliste, si vous vous hasardez à ne pas prendre position pour un camp contre l'autre camp, vous passerez pour quelqu'un de juste lufoque, un simple gars qui manie la langue française, Les la langue de grandes gueules. Molière, sans prendre position pour un camp contre un autre camp. Moi je dis, je n'ai pas à choisir un camp. J'ai à dénoncer un fait, et ce fait, c'est l'injustice, ce sont les inégalités sociales qui se sont installées dans notre pays. Parce qu'il faudrait que l'on comprenne qu'au lendemain de chaque interdiction de manifestation, il y a des accrochages, il y a des tensions. À chaque fois que l'autorité publique a interdit une manifestation dans ce pays, il y a eu des problèmes. Des cas de mort. Il y a eu des blessés, il y a eu des cas de mort, il y a eu des accrochages. Hier, Les nous grandes quittions le gueules. travail, arrivé au rond-point de Bambeto, on a failli de peu se faire canarder par des jeunes. Damaro et tous ceux qui étaient dans la voiture. De peu, surchauffés, tempérament excessif, qui ne savent pas à qui ils ont affaire. Vous ne pouvez pas leur expliquer qui vous êtes, parce que tout simplement, vous avez l'impression d'avoir affaire à des automates. Pourtant, ce sont des citoyens guinéens, manipulés à souhait par des gens qui veulent le chaos. Je pense qu'il est temps pour l'État de comprendre que même si c'est une grandes pierre, un tir de gaz lacrymogène qui a visé le véhicule de Cellou Dalein Diallo, ça n'aurait pas dû être. Vous n'auriez pas dû viser ce véhicule. Ouais. Vous n'auriez pas dû viser ce véhicule, vous auriez dû l'encadrer parce qu'à belle vue, et ça, avec nos équipes qui étaient sur le terrain, on peut le dire clairement, il n'y a pas eu ce genre d'accrochage comme à Nyariwada, comme à Koza, de pierres de gaz lacrymogène entre manifestants et forces de l'ordre. Ouais. Ils auraient pu, avec leur dispositif, faire reculer le cortège pour appliquer la loi. Ils ont failli à leur devoir. Les agents qui étaient sur le terrain n'auraient pas dû, même s'il s'agisse de gaz lacrymogène, Les grandes parce que moi, gueules. je ne peux pas me prononcer sur la nature du projectile qui a transpercé le pare-brise de la voiture de Cellou Dalein Diallo et qui est sorti à l'arrière. Tout ce que je peux constater, c'est que ce qui a été lancé
a été lancée avec force, a été lancée dans l'intention de nuire, dans l'intention de faire basculer le pays dans le chaos. Lorsque l'État dit, à travers les forces de police, qu'il appartient à celui qui accuse de prouver, je dis, mais vous avez failli. Les grandes gueules. Ce n'est pas à l'opposition de choisir une équipe d'experts en balistique pour venir situer la responsabilité de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'agit d'une balle ou il s'agit d'une pierre? Vous-même, vous pouvez mettre en place une enquête indépendante qui n'a rien à voir avec les forces de gendarmerie et la PTS, la police technique et scientifique, qui manque même d'alcool, qui manque de coton, qui manque de gants. Ce n'est pas cette police-là qui peut faire ce travail. Mettez en place une équipe d'experts qui va faire ce travail. Mais je dis encore, pour rejoindre un pan du raisonnement de Tamba, si l'opposition républicaine veut que la lumière jaillisse dans cette histoire, il faut accepter que l'État mette en place cette équipe d'experts en balistique. Et si cela est fait, cette même opposition doit exiger de ce même État que la même enquête se fasse pour situer la responsabilité sur les nombreuses vies des citoyens qui ont été injustement ôtées et qui continuent d'être ôtées sans que des enquêtes du même genre soient appliquées. Je pense que si on ne le fait pas à la mine, nous aurions fait du 2 poids 2 mesures. Il appartient à tout citoyen, au jour d'aujourd'hui, de nos jours, il appartient à Cellou Dalein Diallo de comprendre que son objectif, ce n'est pas d'amener ses citoyens, ses militants, ses sympathisants, parce que quoi qu'on dise, beaucoup de citoyens voient en cet homme un espoir, le chemin par lequel viendra le véritable changement en Guinée. Ils ont raison d'avoir un leader. Et tout le monde sait, à moins qu'on n'ait pas le courage de le dire, tout le monde sait la relation qui existe entre Cellou Dalein Diallo et ses militants. Vous avez l'impression d'avoir en face une relation fusionnelle. Vous avez l'impression, des fois ça dépasse le militatisme, ça devient une sorte de révérence. Mais alors, quand un tel leader se sent aimé de la sorte par ses militants, je pense qu'il appartient aussi à Cellou Dalein Diallo de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Il n'aurait pas dû, c'est mon point de vue, il n'aurait pas dû dire « Je suis victime d'une tentative d'assassinat ». Mais si c'est le cas. Écoutez, non, Lamine, je sais pourquoi je le dis. Il faut le prouver. Cellou, ce n'est pas Moussa Moïse. Ce n'est pas Lamine Guirassy. Ce n'est pas l'étalagiste. Je vous dis, sur la base, c'est mon point de vue, des relations qui existent entre lui et ses militants. Il y a des phrases que lorsqu'il les prononce, ces phrases peuvent être très coûteuses pour la nation, pour la paix. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Je trouve, non, je finis Lamine, pour juste dire, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, Lamine. Écoutez, mais vous ne pouvez pas quand même, face à une telle situation, dire qu'on va toujours se mettre dans ce studio à dire, écoutez, tel a raison, tel a tort, c'est la faute à ceci. Mais il faut arrêter. Il y a des gouvernants qui ont été mis là pour que le pays puisse être stable, pour que le pays puisse marcher. Mais s'ils ne jouent pas leur rôle, si tout le temps il faudrait qu'on assiste à ces cas de mort, si tout le temps il faudrait que des citoyens aient leurs véhicules caillassés et que des vies soient emportées de la sorte, vous voulez qu'on continue à croiser les bras sans demander à ce que ces gouvernants prennent leurs responsabilités? Il n'y a pas 2 États dans le pays. Le FDG, ce n'est pas une république. L'Axe, ce n'est pas une république. Merci Moussa. Pourquoi le gouvernement, pourquoi les forces, la puissance publique, pourquoi les pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités? Alors moi je voudrais, c'est la question que je voudrais dans ce pays qu'on apprenne à situer les responsabilités des uns et des autres. Vous savez, tant qu'on ne s'est pas regardé dans les yeux et qu'on ne s'est pas dit la vérité, on va continuer à nous mentir. Il y a des déclarations qui sont de nature à attiser le feu. Tout le monde a regardé les vidéos. Je ne suis pas en train de dire qu'au moment où on était en train de soit tirer la balle ou jeter la pierre sur le véhicule de Cellou Dalein Diallo, je n'ai pas dit que c'est en ce moment-là que les cailloux pleuvaient. Il faut faire attention à ma déclaration. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut situer les causes. Il faut dire pourquoi la violence, pourquoi il y a eu des générations de violence. Quand vous dites, vous savez, traditionnellement, on dit généralement que lorsque vous dites la vérité à la souris, il faut aussi dire la vérité au sous-marin. C'est ça. Alors, moi, je dis une fois, lorsque l'État interdit une manifestation, qui a un droit constitutionnel légal, il y a 2 choix. Soit
vous vous pliez à l'interdiction, ou vous décidez de braver l'interdiction, mais vous avez appelé ça manifestation pacifique. Encore une fois, il faut que l'État tire les leçons. Moussa Moïse est en train de bien dire qu'à chaque fois qu'il y a eu manifestation pacifique dans ce pays, on n'a pas assisté à des cas de violence débordante, il y a des cas de mort. Il faut tirer jurisprudence. Mais à chaque fois qu'il y a eu interdiction de la manifestation et que l'opposition ait voulu braver à cette manifestation-là, on a assisté à des violences. Pourquoi ? Manifestation pacifique ne veut pas dire j'étais. Hier, on a vu les vidéos. On a vu Moi, j'ai vu la vidéo de Bafoué entouré de journalistes. On a vu plein de vidéos qui circulaient où il y a eu des pluies de pierres qui étaient jetées sur les forces de l'ordre. Encore une fois, je dis, c'est là où ça dégénère. C'est là où la température monte. C'est là où, généralement, violence est faite. Je pense qu'il faut situer les responsabilités de tout un chacun. Tout le monde est responsable de ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays. Faut pas se dédouaner. Faut pas se dédouaner. Personne n'est plus pacifique que l'autre dans ce pays-là. Je pense que le pays nous appartient à tous. Il faut qu'on se regarde une fois dans la vérité et qu'on se dise les vérités. L'État doit prendre sa responsabilité. Certes, c'est vrai. Les forces de l'ordre doivent être stoïques, c'est vrai, mais à un moment donné, vous êtes obligés de dire aussi aux manifestants que lorsque vous appelez à une manifestation pacifique, ne soyez pas les premiers à provoquer une situation de violence. Ne soyez pas les premiers à jeter des pieds. Sur l'axe aujourd'hui, quand vous prenez depuis Kozab, un peu plus loin d'ailleurs, jusqu'à Amdalaï, vous avez des barricades. Jusqu'à 0h, jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 3h du matin. Vous avez des jeunes qui font la loi. Sur cet axe-là. Je pense qu'il est important de situer les responsabilités. Personne n'a dit que ce qui s'est passé du côté de Cellou Dalein Diallo, sur le véhicule de Cellou Dalein Diallo, est normal, mais il faut laisser la balistique s'exprimer là-dessus. Et l'État doit en avoir la pleine responsabilité. Encore une fois, ce qui compte dans notre pays, c'est la paix. Moi, je voudrais lancer un appel à ces jeunes-là pour leur dire, lorsque vous juxtaposez votre vie, votre longévité de vie, si Dieu l'accepte, à celui de ceux qui sont leaders aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que vous êtes l'avenir de ce pays. Il ne sert à rien de se lancer dans des violences gratuites. Il ne sert à rien de provoquer une violence gratuite parce que la violence entraîne la violence. Et trop de violence, finalement, tout le pays s'embrase. Et qui perd? C'est nous. C'est nous. Nous luttons pour la démocratisation de nos pays. Nous luttons pour le bien-être. Mais lutter pour le bien-être, ceux qui en bénéficieront, c'est ceux qui vivront. Je pense qu'il est important de préserver sa vie. Il est important de préserver sa vie. Certes, vous vous lancez en politique, vous voulez changer la donne dans ce pays, mais on ne change pas la donne en installant tous les ingrédients qui peuvent provoquer la violence, qui peuvent embraser le pays. Où est la démocratie? Où est le changement que nous cherchons? Je pense qu'il est important de cultiver la paix. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un canal véritablement dangereux dans la communication qui fabrique des esprits de haine, de violence. Il est important de le dire. Encore une fois, chacun doit s'asseoir, méditer et dire qu'aujourd'hui, j'ai un rôle crucial à jouer dans le maintien de la paix dans mon pays. Qu'est-ce que je fais pour que la paix règne dans ce pays-là? Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Merci à toute l'équipe de réalisation, Amadou Sow du côté de la radio, Mamoudou Kondé, le Colosse du côté de la télé, à toute l'équipe du cadrage. Merci de l'attention et on remet tout ça lundi avec le turbo aux commandes. Portez-vous bien, au revoir.